Dans moins d'une semaine, ce sera la commémoration de l'an 1 des casses de Dikolo Bali dans le premier arrondissement de la ville de Douala, au Cameroun. Une douloureuse histoire d'expropriation des terres née d'un projet de construction de l'hôtel Le Marriott. Des mois se sont écoulés et Dikolo crie sa tristesse et n'aura de cesse de retenir l'attention de l'opinion publique sur cette affaire qui a indéniablement laissé des séquelles mortelles sur son passage. Vendu en particulier pour exploitation, la fréquence et la pression des protestations ont conduit à la cessation des travaux. Et une commission ad hoc a alors été mise par le numéro 1 de la région du littoral, le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaradibois. Un an après, quels auront été les fruits de cette réunion spéciale de consultation qui a été mise sur pied? Pour tenter de répondre à cette question ou préoccupation majeure, nous avons invité sur ce plateau Georges Syriac Bayem Sabiyam, je vais dire. Il est expert des questions foncières, défenseur humain ou encore acteur de la société civile et non moins analyste politique. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre. C'est votre émission hebdomadaire qui s'ouvre. Bonsoir, Georges. Bonsoir Abdoulaye et bonsoir à vos nombreux téléauditeurs. Le plaisir est le mien de compter parmi un invité spécial de cette émission très suivie, très courue et qui justement est d'une importance capitale au regard des thématiques sans cesse débattues sur ce somptueux plateau. Alors j'espère vivement apporter ma modeste contribution à l'édification de vos téléauditeurs afin que justement les questions d'importance capitale telles que les questions foncières qui ne cessent de faire l'actualité, l'économie de l'actualité dans notre pays et notamment le cas de Dikolo qui est justement l'épicentre de cette rencontre, que ces questions puissent être débattues dans leur fond et dans leur forme et sur leur forme afin que justement on puisse en dégager toutes les leçons tant de droit que sociales et politiques qui peuvent justement en découler. Donc voilà, je suis très heureux de compter parmi votre liste invités et je nous souhaite naturellement une très bonne émission. Merci, le plaisir est partagé. Nous dirons tout simplement que nous n'avons pas tapé à côté en faisant le choix sur vous. Et nous savons pertinemment que nous allons explorer toutes les dimensions de cette crise foncière, tant sur le plan politique, juridique ou social. Nous essaierons de disséquer tous les différents points. Alors, Georges Syriac, nous allons tout simplement dire que notre émission, vous la connaissez déjà. Elle a deux dorsales. La première consiste à répondre à cette question magique. Il s'agit ici pour l'invité de répondre par oui ou par non. Il a droit à un seul joker, c'est-à-dire une question à laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous pouvez tout simplement dire je passe. Alors, si vous êtes d'accord, je pense qu'il va devoir passer directement à l'émission. Mais avant, je vais rappeler à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent actuellement qu'ils ont la possibilité de télécharger notre application mobile Afrique Inform TV sur Play Store pour nous suivre instantanément. Et vous également qui allez sur Facebook, n'hésitez pas de partager avec vos différents voisins, question de ce qu'ils puissent être aussi au même niveau d'information par rapport à la thématique qui est mise sur la table, qui est d'ordre foncière. Alors, Georges Syriac Sabiyam, il faut le dire, est un homme marié. Oui, oui. Il vous est déjà arrivé de taper sur la femme? Non. Pour cause d'utilité publique, un espace privé peut être exproprié même si le propriétaire n'a pas de site de recasement. Oui. L'unité nationale a tout son sens au Cameroun. Non. Paul Biya doit partir. Oui. Le déguerpissement des Senghé est à saluer par rapport à celui de Dikolo Bali. Non. Les terres des familles de Dikolo doivent être restituées et les ayants droit doivent être dédommagés. Oui. Merci, nous venons ainsi d'essuyer toutes les 7 questions magiques de cette émission. C'est ainsi que nous allons aller au pas de course pour tenter de répondre aux différentes questions. Bien évidemment, la thématique centrale est un an après le déguerpissement des populations de
Dikolo Bali, les familles poussent un cri de détresse. Pourquoi? Les familles poussent un cri de détresse parce que justement, il faut le rappeler, elles n'ont pas été expropriées. Elles ont été abusivement, inhumainement, illégalement déguerpies. Pourquoi je parle de déguerpies et non d'expropriées? Oui. Parce que la procédure d'expropriation a un canevas à respecter. Par contre, le déguerpissement, très souvent, répond à des mesures urgentes face à des situations urgentes. Oui. Par exemple, vous pouvez être sur un site qui présente un danger, non seulement pour vous, pour votre famille et pour la société. Alors là, très rapidement, on procède à votre déguerpissement de cet espace. Et jusque là encore, le déguerpissement n'implique pas le non-respect de la dignité humaine en présence. D'accord, on y arrivera très certainement dans le cours de notre échange. Mais avant, j'aimerais vous poser la question de savoir quel est le souvenir que vous gardez de ce déplacement avant que nous n'entrions pour disséquer les différentes formes de termes. Quel est le souvenir que vous gardez de ce déplacement de ces populations depuis le 14 mai 2022? Oh, c'est un souvenir de tristesse, un souvenir de désarroi, un souvenir de quiétude, oui. Un souvenir de questionnement. Oui. Parce que on se demande quand l'autre État va au niveau international ratifier des conventions internationales qui l'obligent à respecter la dignité humaine, qui l'obligent à protéger les propriétés foncières, et que nous vivons ce qui s'est passé à Dikolo. On se demande, est-ce qu'on est dans un état de droit? La question mérite tout son sens, l'inquiétude mérite tout son sens, dans la mesure où le préfet a agi au nom de l'État du Cameroun. Donc, à ce niveau, l'État ne saurait se dédouaner du comportement regrettable et indigne du préfet dans cette procédure. Du coup, la responsabilité de l'État est interpellée, sa responsabilité est engagée, et l'État, pour soigner son image, a intérêt à se désolidariser. Ça veut donc dire que l'État n'a pas su jouer sa carte dans cette affaire. Dire jouer sa carte, je dirais l'État a été très hypocrite. L'État a été très hypocrite parce que, au moins à 3 niveaux. Oui. Premier niveau, c'est que les populations, les victimes, les potentiels, à cette époque, potentielles victimes, ont relevé le fait qu'elles vivent sous la menace permanente d'une expropriation dont elles ne connaissent pas les pourtours et les contours et dont elles n'ont en aucun cas été associées. Alors là, l'État n'a pas intervenu. Elles ont assigné l'État en justice au niveau du tribunal administratif, question justement d'obtenir un sursis à exécution d'une expropriation en cours. Le tribunal administratif a débouté les victimes. À la demande, justement, grâce aux mémoires des avocats de la partie de l'État, notamment le Premier ministère, les populations ont été déboutées au motif qu'elles n'avaient pas qualité pour rester en justice. Et c'était de bonne guerre. Et le juge a bien fait de débouter les victimes parce que, effectivement... Qui devrait donc représenter les populations? Attendez, j'en viens. Donc, le juge a dit le droit. En déboutant justement les populations pour défaut de qualité. Et effectivement, il y avait un défaut de qualité. Pourquoi il y avait un défaut de qualité? C'est que le projet, le décret d'expropriation ne mentionnait en aucun cas celles qui ont été déguerpies. Le projet, le décret d'expropriation visait un espace ou alors un titre foncier qui n'avait rien à voir avec le titre, avec les populations qui ont été les propriétés foncières qui ont été déguerpies. Le titre foncier, paraît-il, se retrouverait à Daïdo. C'est de ça qu'il s'agissait. Et les noms qui figuraient dans ce titre foncier, en fait, dans le... Ça veut dire qu'il y a eu une confusion de localisation. Est-ce qu'on peut appeler ça confusion de localisation? L'État a tous les moyens de... C'est l'État qui maîtrise le fichier foncier. Sinon, comment comprendre qu'il y ait confusion au niveau des titres fonciers? Il y a un décret d'expropriation, mais c'est plutôt un terrain, un autre terrain. Je ne pense pas qu'il y ait confusion, mais je pense plutôt qu'il y a eu précipitation dans la mafia qui s'est organisée à Dikolo. La mafia? Oui, il faut le dire. Il y a eu une précipitation et c'est justement là où ils se sont cassés le nez. Parce que justement, vous savez,
faire du faux n'est pas facile. C'est un art. Donc, tout doit être un art dans la vie. Lorsque tellement vous êtes englouti par les sommes trébuchantes qui vont passer sous la table, Oui. vous perdez la raison et vous vous lancez dans une précipitation qui conduit malheureusement à ce qu'on a vécu à Dikolo. Donc, pour ce qui est de Dikolo, un titre foncier qui va être exproprié n'est pas finalement exproprié. J'étais justement en train de vous évoquer ce qui s'est dit au tribunal parce que c'est important que vous sachiez ce qui s'est dit au tribunal. Oui. Les populations ont été déboutées pour défaut de qualité parce que justement le décret ne les visait pas. Il était également question, et ça ce sont les avocats du premier ministère qui ont évoqué ça. Et je dis, le juge a dit le droit, il avait raison de les débouter parce que dans le décret d'expropriation, les victimes actuelles n'étaient pas concernées. Il était également question que le tribunal fasse une descente judiciaire pour s'enquérir, pour toucher du doigt les menaces dont sont victimes les populations. Mais, chose curieuse, à la veille du jour où le tribunal va descendre sur le lieu, sur le site, c'est ce jour que l'armada militaire s'est déployée justement sur les instructions de qui on sait, notamment le préfet du Vori, pour procéder au déguerpissement infondé, injuste, illégal, inhumain et barbare même. Ça veut donc dire que de manière concrète et de manière très simple, le préfet du Vori, Benjamin Boutou, est le fouteur de tout ce trouble. Il est en gros un acteur. Il est en gros un acteur parce que lui, il fait partie de la chaîne. Il fait partie de la chaîne parce que avant lui, il y a d'abord le service du cadastre qui a organisé toute cette mascarade. Parce que, voyez-vous, la loi sur l'expropriation, la loi de 85 portant expropriation pour cause d'utilité publique, dispose que l'entité publique qui sollicite un espace pour des besoins d'utilité publique saisit justement le ministre et on procède justement à la délimitation de l'espace. Dans le cas de Dikolo, un document a fuité, un document classé confidentiel qui disait que, enfin, qui donnait la possibilité aux bénéficiaires de la mesure d'expropriation, c'est-à-dire aux promoteurs de Chinois de l'hôtel Marriott, d'aller lui-même faire les levées topographiques. Donc on suppose que ce n'est pas l'État qui a fait les levées topographiques sur le site, c'est plutôt l'investisseur qui a fait les levées topographiques et qui est venu brandir, qui a donné ça au cadastre, qui dit bon, voilà les données topographiques, et ils ont donc monté le dossier de la procédure d'expropriation. Sauf que la même loi de 85 portant l'expropriation pour cause d'utilité publique et son décret d'application dispose clairement que dans le cas d'un projet d'utilité publique, il est mis sur pied une commission de constat et d'évaluation des biens. Et cette commission est présidée par le préfet du département de la zone. Chose qui n'a pas eu lieu. Chose qui semblerait ne pas avoir lieu, parce qu'elle peut avoir lieu, mais sous une autre forme. Elle peut avoir lieu dans le bureau du préfet et les choses se passent officieusement. C'est qu'elle a quand même eu lieu. Mais le plus important que je voudrais relever, c'est que cette commission n'est pas constituée uniquement des démembrements étatiques, des démembrements déconcentrés de l'État. Cette commission, en plus justement des institutions telles que le Minader, l'agriculture, le MINCAP, le MINDU, bref, tous ces sectoriels-là, en plus de cela, il faut y associer les collectivités territoriales, ou alors le maire de la collectivité territoriale de la zone concernée. Il faut également associer les élus et il faut associer les chefs traditionnels, les notables notamment, les chefs et autres. Vous avez très bien vu Sa Majesté Yves Wumbo est monté au créneau à plusieurs fois pour dire qu'il n'a jamais été associé. Il était même convoqué une fois au niveau de la préfecture pour participer aux travaux, je ne sais pas où c'était d'étabilisation. Il avait dit qu'il ne mettait pas ses pieds là-bas parce qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Il n'a été mêlé à aucun moment de la procédure. Donc, vous comprenez donc le vice de forme. Il n'était pas là dès le début. Il n'était pas là dès le début, et même les élus, à moins que la réunion se soit passée telle que je voulais décrire, c'est-à-dire à huis clos, où personne n'était informé. On a juste invité quelques copains qui vont justement faire un procès verbal et bétonner le dossier pour aboutir à ce qu'on a abouti. Donc voilà qu'une mauvaise procédure a conduit justement à ridiculiser l'État du Cameroun. D'accord. Alors, nous allons poursuivre notre émission. Georges Syriac Sabiem. Alors que nous préparions cette émission, nous avons eu une des questions qui nous est parvenue, demandant à ce qu'on vous pose la question de savoir
quel est le niveau d'implication de Georges Syriac dans cette affaire? Mon niveau d'implication dans cette affaire est à plusieurs niveaux et au regard de différentes casquettes que je pose. En tant que défenseur des droits humains, mon implication, c'est justement d'attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur cette violation flagrante d'une autre époque qui ne relève plus en fait de l'époque moderne. Oui. C'est ça, il faut alerter l'opinion, il faut attirer l'attention sur cette question afin que justement, non seulement les populations les victimes soient restituées dans leurs droits, et que pareil événement ne se reproduise plus. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ma contribution dans cette affaire s'est également démarquée au niveau de la commission, des sous-commissions mises sur pied par la commission ad hoc de la région. J'ai été membre de la commission de la mise en valeur, de l'évaluation des mises en valeur immatérielles. Immatérielles parce qu'effectivement, Dikolo est un site chargé d'histoire. Chargé d'histoire parce que à la veille de son exécution, Rudolf Douala-Mangabel, notre héros, il a séjourné. Alors que quand son geôlier lui donnait la possibilité d'aller dire au revoir à sa famille, l'intention était claire, était nette, c'était qu'on lui donnait la possibilité de fuir, de s'échapper. Mais Rudolf Douala-Mangabel, c'est un chef. Et un chef, il ne fuit pas. Du moins, un vrai chef. Il ne fuit pas. Alors, Douala-Mangabel va à Dikolo passer sa dernière nuit. Voilà toute la symbolique qu'il faut retenir de lui. C'est un site chargé d'histoire. C'est un site chargé d'histoire. À côté du fait que Rudolf Douala-Mangabel ait passé sa dernière nuit sur ce site, il faut dire qu'il y a un ruisseau à Dikolo. Et la casse vous a permis de découvrir que ce ruisseau encore il existe. Il y a un ruisseau qui servait de baptême. C'est dans ce ruisseau qu'on baptisait les enfants et qu'on lavait même fils du canton. Voilà. Et qu'on lavait même les morts. C'est-à-dire qu'en fait, on lavait même les chefs. Quand les chefs décidaient, c'est là-bas qu'on lavait le corps et on faisait des baptêmes. Donc, rituel funèbre. Voilà, on faisait des rituels funèbres à cet endroit. Et Dikolo, je ne sais pas si je trahis un secret, mais fait partie des sites mystiques du canton de Douala. Donc ça fait partie des sites mystiques. Et ceux qui ont détruit Dikolo savent en réalité ce qu'ils sont allés chercher là. Ils ne sont pas simplement allés chercher un espace de terre, mais ils sont allés chercher toute une charge énergétique qui peut permettre, je ne sais pas, à accomplir des choses que vous et moi, nous les gens du commun du mortel, on ne peut pas comprendre. Et je le dis avec force parce que lors des travaux de la commission, lorsqu'on rendait nos copies. Alors, ça veut dire, avant que nous arrivions, ça veut donc dire que la volonté ici n'était nulle autre que de raser le patrimoine immatériel du canton. Je ne sais pas s'il faut dire que la volonté, c'est un mélange de tout. C'est un mélange de tout. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'espace Dikolo qui est un espace stratégique. En plus de cela, il y a ces éléments que je viens d'énumérer. Et en plus, c'est un hôtel qu'on veut implanter. Et vous savez très bien que les activités périphériques à la mise sur pied d'un hôtel, toutes les activités qui gravitent autour d'un hôtel, les activités notamment le vice. Parce que en dehors de la beauté luminaire et infrastructurelle d'un hôtel à un endroit, mais on sait très bien à quoi sert un endroit. Et quand on nous a fait comprendre de façon laborieuse que l'hôtel est d'utilité publique, mon Dieu seul sait, j'ai cherché dans toutes les revues juridiques du monde en quoi un hôtel est d'utilité publique. En quoi un hôtel va servir. Une petite pirouette, Georges. Vous y êtes ressortissant? Je suis en Sawa. Je suis principalement de Bombari. Je viens de l'arrondissement de Bombari. Donc, je suis en Sawa. Du coup, en fait, du côté paternel, parce qu'effectivement, parfois mon nom ne s'apparente pas. Parce que moi, je porte un nom d'une Bam, un nom Banen, parce que ma maman est de Ndikimeki. Donc, je suis un mélange de culture. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette question. Naturellement. Donc, je suis un mélange de culture qui vient de Bombari, du côté paternel, et du centre, précisément, de Ndikimeki, du côté maternel. D'accord. En gros, vous êtes un enfant de plusieurs villages. Voilà, je suis un mélange de culture. Je suis la preuve du brassage culturel. Métissage culturel. Bien évidemment. Alors, vous parlez tout à l'heure des sous-commissions du comité ad hoc qui a été mis sur pied par le numéro 1 de la région littorale, notamment Samuel Le Doené, Ivara Divois. Alors, j'aimerais maintenant vous lancer ceci, Georges Syriac. Est-ce que le comité ad hoc qui a été mis sur pied en mai 2022 aura accouché d'une souris? Nous sommes le 9 mai.
2023, je veux dire. Et dans 5 jours, ce sera la commémoration de l'an 1 des casses de Djikolo. Raison de garder, on ne saurait dire de façon bâclée que cette commission a accouché d'une souris. Je le dis pourquoi? Parce que une fois que la commission a été mise sur pied, des sous-commissions ont été créées. Oui. Mais ces sous-commissions, je crois qu'il y en avait 3. Alors, quelles étaient les principales missions de ce comité? Oui, les principales missions de ces sous-commissions, c'était justement d'évaluer les requêtes, de réévaluer les requêtes des victimes et de revoir de façon profonde ce qui s'est réellement passé. Et c'est pourquoi on a mis sur pied différentes commissions. Il y avait une commission sur le foncier, il y avait une commission sur les valeurs immatérielles. Parce qu'effectivement, quand on parle de valeurs immatérielles, il y a tous ces éléments que j'ai évoqués. Il y a par exemple les cimetières, les tombes et autres qui ont été profanés. Il fallait effectivement les identifier et mettre à la disposition de la commission ad hoc l'ensemble, par exemple, des tombes qui ont été profanées à cet endroit-là. Donc, ces commissions, ces différentes sous-commissions ont fait un travail impeccable avec n'ayant aucun moyen. Parce qu'il faut le dire, il n'y a pas eu de moyens qui ont été mis à la disposition de cette sous-commission. J'ai fait partie de cette sous-commission. Alors, on faisait le travail avec nos moyens personnels et vraiment c'était de façon républicaine et de façon bénévole. Donc, on l'a fait avec le cœur parce que nous sommes épris d'abord de justice. On l'a fait avec l'amour parce que nous ne saurons être complices ou alors des complices silencieux face à une mascarade qui s'est passée du côté du Djikolo. Alors, rendu aujourd'hui à un an, quel est le niveau d'évaluation des travaux qui ont été effectués au sein des différentes commissions? Le niveau d'évaluation, ce que je voulais dire... Principalement l'avocat. Oui, nous, on a toutes les commissions. Parce que là, il faut le dire, toutes les commissions ont transmis leurs travaux au niveau de la commission, à la grande commission. Parce que je parlais là des sous-commissions. Toutes les sous-commissions ont transmis leurs travaux au niveau de la commission ad hoc. Maintenant, si je doutais un tout petit peu de la qualité, des qualités morales, républicaines et chrétiennes de monsieur le gouverneur de la région du littoral, je pouvais dire, ça risque de me tromper, qu'on a fait un travail inutile. Mais le peu que je puisse connaître de l'homme qui a le sens de la chrétienté, qui a le sens de la crainte de Dieu, qui a le sens républicain. Il dit crainte de Dieu parce que vous avez vu, lorsqu'il avait été atteint par le coronavirus, il a fait un témoignage, il a rendu témoignage à Dieu en public. Vous savez, les gens parfois croient, mais ils n'aiment pas dire qu'ils croient. Mais lui, il a rendu un vivant hommage à Dieu. Donc, je suppose que c'est un chrétien. Son sens républicain, parce que plusieurs fois, il a parfois pris des décisions, mais il les a très vite rappelées parce qu'il a estimé que ça portait plus atteinte, que ça résolvait le problème. Je parle par exemple du cas de l'interdiction des inscriptions de circuler une certaine heure où nous sommes montés au créneau, on a fait comprendre au gouverneur que ce n'était pas ça la solution. Il est revenu sur la décision. Il est revenu sur la décision. Deuxième élément républicain de monsieur le gouverneur, c'est qu'il a, permettez-moi l'expression, je ne sais pas, je veux trouver votre expression, mais j'arrive pas. Mais il a cassé les ailes en plein vol du préfet, du Vouri, lorsqu'il a demandé aux collectivités territoriales décentralisées de mettre à la disposition des sous-préfets, du préfet et du gouverneur des sommes d'argent pour les activités du... Ce qui est récent par rapport au gouverneur. Voilà. Et le gouverneur a fait une sortie épistolaire pour dire, mais non, les mairies sont déjà complètement impliqués dans cette affaire, donc plus besoin de leur demander l'argent. Je dis républicain, pourquoi? Parce que quand le préfet fait cette lettre, il cite les différents montants qu'il a gardés, les différents acteurs. Et le gouverneur était impliqué. Donc, il y a un argent qui devait aller chez le gouverneur. Si le gouverneur n'était pas républicain, étant donné que sa quote-part devait sortir de cette collecte, il aurait pu laisser ça comme il aurait pu laisser passer ça comme il est à la police. Mais je crois que son sens républicain, il a suivi le discours du chef de l'État comme nous. Parce que moi, je crois que beaucoup d'administrateurs ne suivent pas les discours du chef de l'État. Nous, on suit ces discours. Et le chef de l'État demande quand même la restriction, il demande la diminution du train de vie de l'État. Et on ne peut donc pas demander des restrictions financières, budgétaires sur certains pans, en demandant davantage aux mairies d'organiser des dépenses qui peuvent mieux servir l'intérêt général. D'accord, Georges, d'accord. On dirait tout simplement que
le gouverneur de la région du littoral sera plutôt content, souriant, de voir que lui est agressé des propos dithyrambiques sur le plateau de cette même convaincre. Mais alors, j'aimerais revenir encore de manière emphatique, vous poser cette même question. Quelle est la matérialisation des travaux qui ont été effectués par cette commission? Est-ce que les populations de Dikolo, à ce stade aujourd'hui, pourraient se satisfaire de ce que ces commissions ont dit? Voilà le début des solutions que nous avons apportées, voilà le début des résolutions que nous avons apportées, et dans quelques semaines, dans quelques mois ou encore dans quelques années, voilà ce qui pourrait être implémenté. Les populations, les victimes sont satisfaites des travaux élaborés, effectués par les sous-commissions. Oui. Mais maintenant, les victimes aussi savent que ce n'est pas, la décision n'appartient ni aux sous-commissions, ni à la commission. Mais maintenant, l'autre flou, et vous faites bien de le relever, l'autre flou qui encadre davantage le martyr des populations, c'est que, des victimes, c'est que on nous a dit que le rapport sera acheminé auprès de qui de droit. Mais qui de droit, là, on ne sait pas qui c'est. Vous ne le savez pas. On ne sait pas, il y a un gros point d'interrogation. Mais comment se fait-il que vous êtes dans des commissions, vous travaillez sans pour autant savoir à qui sera vouée la somme de vos travaux? Mais justement, si on ne vous dit pas, vous n'allez pas, mettre une femme sur le cou du gouverneur pour en savoir. Donc, on nous a dit, ben lui, la haute hiérarchie, la haute hiérarchie a demandé de surseoir les travaux et de mettre sur pied une commission d'enquête, ce qui a été fait. Maintenant, nous avons fait le travail, nous avons remis à la commission. Et je suis tenté d'évoquer. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est bloqué chez le gouverneur? Puisque c'est lui qui a mis sur pied la commission ad hoc. C'est pourquoi je vous dis donc que si je ne croyais pas un tout petit peu à l'esprit chrétien de monsieur le gouverneur, si je ne croyais pas à son esprit républicain, je pourrais dire que ces travaux-là, ou alors le rapport final de ces travaux, n'a jamais traversé le littoral. Mais comme je lui accorde ce bénéfice, justement, du doute, je suppose et je suis convaincu que ce travail a été acheminé auprès de qui de droit, comme cela a été dit. Mais maintenant, lorsqu'on pose la question de qui de droit, c'est là où tout le flou persiste. Oui. Parce que un analyste bien connu de la place publique au Cameroun nous a toujours fait comprendre que quand c'est le président qui commande une enquête, sachez qu'il a déjà les résultats, il sait déjà de quoi il est question. Et que si c'est le président, il devrait déjà savoir de quoi il est question dans le cas de Dikolo. Et forcément, des mesures doivent être prises pour réparer le tort qui a été causé à Dikolo. Mais maintenant, si aucune mesure jusqu'à présent, un an après, n'a été prise, cela laisse planer le doute que peut-être ce n'est pas le président qui a commandité. Peut-être le président n'est même pas au courant. Peut-être qu'il n'est même pas au courant. Peut-être c'est le premier ministre qui a commandité. Peut-être c'est le ministre de l'administration territoriale, quelque chose comme ça. Donc, voilà où il y a le doute. Parce que nous, on sait que quand le président commande une enquête, c'est qu'il a quand même déjà les éléments. Et puis, on sait très bien qu'il a un service de renseignement très fourni. Et je crois que je vais porter de votre enquête pour essayer, pour que l'État essaye, pour alors que le président de la République essaie de garder une image qui veut se répandre dans notre opinion. Et il y va de l'intérêt national que cette opinion ne se répande pas. On a l'impression que lorsqu'il s'agit des questions qui touchent directement à la sécurité du président, les commissions d'enquête vont très vite et elles produisent des résultats. Mais lorsqu'il s'agit quand même des choses qui touchent l'ensemble des Camerounais dans leur fierté... Est-ce que là, vous êtes en train de dire que le président de la République, Paul Biya, est égoïste, égocentrique? J'ai dit bien que, malheureusement, c'est pas ce que j'ai dit on est tenté. Donc c'est une tentation. Tenter de croire. Tenter de croire à cela. Mais on ne veut pas le croire, mais on est tenté. Ça pourrait l'être, peut-être. C'est ce qu'on ne veut donc pas. On ne veut pas vraiment que ce soit cela. Et c'est pourquoi nous profitons de vos antennes pour dire que vraiment cette idée-là qui veut nous habiter, le président a tous les moyens de déconstruire cette idée qui veut nous habiter dans la tête. Et la meilleure façon justement de nous aider à déconstruire cela, c'est déjà d'abord de donner une suite à ce qui s'est passé à Dikolo, c'est de donner une suite à toutes ces différentes commissions d'enquête qui sont souvent mises sur pied et qui ne produisent rien. Vous voyez qu'on n'y croit même plus aux enquêtes, aux commissions d'enquête mises sur pied. Donc, il y va de tout l'intérêt, il y va de l'intérêt du président de la République à apporter justement des réponses. Un an après, des populations qui n'étaient pas censées être expropriées sont mises à la porte. On n'a rien fait pour leur recasement, sachant très bien que c'est un tort qui leur a été causé, c'est un abus qui a été causé de ce côté-là. Mais on s'attendait au moins à atteindre des mesures conservatoires. Comme mesures conservatoires, qu'on prenne des mesures disciplinaires contre les auteurs de cet acte. Qu'on prenne des mesures pour d'abord recaser ces personnes qui n'ont pas demandé à être déguerpies et qu'elles puissent être accompagnées tout au moins sur le plan psychosocial. Vous êtes en train de dire une chose qui, ma foi, est pertinente.
Tout à l'heure, nous parlions des comités dont la somme des travaux devrait être retournée à qui de droit. Et la personne, vous ne la connaissez pas. Ça veut peut-être dire que même la personne qui devrait instituer ces mesures disciplinaires contre les personnes qui sont peut-être ce trouble n'est même pas encore au courant. Est-ce que pour faire un accompagnement psychosocial des personnes meurtries par une injustice, on a besoin d'attendre? Où est le ministère des Affaires sociales? Le ministère des Affaires sociales, qu'est-ce qu'il fait? Il devait se mobiliser parce que des gens sont à la rue. Les gens sont à la rue, il devait se mobiliser pour dire, bon, voici quand même l'accompagnement psychosocial sanitaire que je mets en attendant. D'accord. Justement, les autres viennent d'où ça va venir. D'accord, avancez. Mais jusqu'ici, le véritable problème se pose quant à la restitution de la responsabilité de cette expropriation ou cette éviction des populations. Selon vous, dans l'un de vos postes en 2019, je l'ai dit, l'État du Cameroun ne saurait se soustraire aux principes fondamentaux de protection des personnes victimes de dépossession de leur terre. Alors, Georges Syria, comment comprendre? Qu'il faut comprendre, c'est que l'État du Cameroun a ratifié bon nombre d'accords au niveau international qui consacrent la protection de la dignité humaine, qui consacrent les libertés, qui consacrent la protection foncière. Et le préambule de la Constitution du Cameroun le rappelle. Le Cameroun, l'État du Cameroun assure à tous la sécurité foncière et nul ne peut être dépossédé sans une indemnisation préalable. L'article 95 de la loi 2004 régissant l'urbanisme est clair. L'État assure à tous les citoyens, à tous les détenteurs de titres fonciers une sécurité foncière. Alors, ce qui se passe à Saint-Nicolas est une soustraction aux engagements pris au niveau international par l'État du Cameroun. C'est pourquoi le poste dit l'État ne saurait se soustraire aux engagements internationaux pris pour justement assurer à toutes et à tous la sécurité foncière, la sécurité sanitaire et bien d'autres droits et devoirs qui incombent justement à l'État du Cameroun. Voilà ce que ça signifiait en quelque sorte. Alors, si au sein de ce canton, il y avait des complices qui ont comploté avec soit le gouvernement ou les entités qui sont impliquées dans la dépossession de ces terres aux grandes dames. S'il y avait des complices, mais qui doit répondre là-bas? Et la complicité à quel niveau? Parce que l'État, la décision de casser n'a pas été prise par un acte délibéré d'un citoyen lambda. La décision de déserter ces personnes a été prise par un acte administratif attaquable devant les tribunaux. Et ces actes enlargent de ce fait la responsabilité étatique. Et si l'État, ayant pris des engagements au niveau international, ne se reconnaît pas dans cette déshumanisation d'une partie de sa population, alors nous demandons à l'État de prendre des mesures sévères. Une des mesures sévères serait déjà d'abord d'enlever le préfet, d'enlever tous ceux qui ont été impliqués dans le mauvais processus de cette procédure d'expropriation. Il faut les enlever de droit, parce que ça, c'est une façon davantage de meurtrir les victimes en voyant ces personnes-là. Vous ne pouvez pas avoir déjeuné les gens de cette façon et puis vous restez là, on vous appelle les jours. Mais maintenant, raison de garder, quand je sors un peu de l'émotion, raison de garder, je me dis, est-ce que par hasard, tel que l'État est un monstre froid, est-ce que l'État n'est pas en train de mettre ses auteurs des dégradations de Dikolo face à leur responsabilité? C'est-à-dire que chaque jour qu'il passe à Dikolo, ils se mirent dans les hécatombes qu'ils sont allés créer là-bas, qu'ils se mirent dans la mascarade qu'ils sont allés créer. Alors moi, c'est ce que je me dis, à un moment, et que peut-être c'est de bonnes guerres, de les laisser là, et que chaque fois qu'il passe à Dikolo, chaque fois qu'on organise les élections de ce gars, est-ce qu'il a interpellé, qui ne donne pratiquement pas, est-ce que les gens de Dikolo ne donnent pas? Est-ce que vous pensez que c'est tout le monde qui peut avoir la capacité de faire de l'introspection lorsqu'il a eu à poser un acte? Vous savez, l'être humain est ce qu'il est, mais aucun être humain n'est infaillible. Aucun être humain n'est infaillible. Vous pensez? Je le pense parce que je prendrai un exemple. Lorsque la France bombardait la Libye, avec toute la joie qui allait avec, j'ai été un peu rassasié par une déclaration de Nicolas Sarkozy. Quand il a dit « On ne peut pas se réjouir de la mort d'un homme, fut-il un dictateur ». Vous avez vu la haine qu'ils avaient lorsqu'ils allaient bombarder la Libye. Mais, le Kadhafi meurt, il dit « On ne peut pas se réjouir de la mort d'un homme,
fut-il dictateur? Vous comprenez à quel point on est toujours infaillible à un niveau, on est toujours sensible à un niveau. Donc moi je crois que les émissions telles que celles que vous organisez avec des confrères du monde de la presse permettent en fait de faire que ces gens se mirent dans le cataclysme qu'ils ont créé à Dikolo. Et à côté de Dikolo, permettez-moi de vous dire que d'autres cas se préparent. Je vais vous donner l'exemple à Boumourada, par exemple. Oui. Où, depuis que le groupe de la rétrocession de 200 hectares par l'État à la communauté Boumourada est en branle, des prévaricateurs fonciers tapis dans le ministère ont très vite fait de créer une chefferie dans le Boumourada. C'est-à-dire qu'on a transformé un quartier de Boumourada en chefferie, en village, avec des documents parvenus, des documents qui ne s'expliquent pas, des documents qui ne relèvent aucune authenticité. Donc, il y a un autre problème du côté de Boumourada actuellement parce que des prévaricateurs fonciers, des prédateurs fonciers, pour justement grignoter une partie des 200 hectares retrocédés à cette communauté, se sont engagés à mettre sur pied une sorte de chefferie pour que celle-ci aussi bénéficie justement de cette coupe des 200 hectares et que justement les gars ils se la partagent. D'accord. Alors, Georges Syriac, les jours, les semaines et les mois s'égrènent, mais les populations victimes de l'expropriation des terres à Dikolo Bali ne savent réellement pas encore à quel sens ouvrir. Pensez-vous qu'avec le temps qui a déjà été mis, ils pourront être dédommagés, ces ayants droit pourront rentrer dans leur droit? Je crois en la République. Je crois que nous sommes dans une République et qu'il y a des actes pris par certains administrateurs qui se détachent des fondements idéologiques de ce que c'est ou alors de ce que doit être une République. Oui. Et lorsque l'État a connaissance du fait que ces agents ont pris des actes en son nom, mais qui ne reflètent en rien La réalité. sa philosophie ou alors sa doctrine, Oui. l'État doit faire son bien culpa et l'État doit prendre des mesures fortes pour aménager ou alors améliorer son image. Vous parlez là d'un éventuel meilleur culpa de l'État. Sauf que précédemment, vous avez dit que l'État est un monstre froid. Comment un monstre pourrait revenir à de meilleurs sentiments à l'égard des personnes, fut-elles menacées, fut-elles délaissées? Je vous ai pris l'exemple pour vous dire que même étant un monstre, on n'est pas infaillible. Il y a cette fine partie d'amour, parce que même le diable n'aime pas ses disciples. Le diable a des disciples, il les aime forcément. Donc, la caricature de l'État est un monstre froid, c'était pas histoire de montrer que voilà, l'État est celui qui organise la sécurité et la sécurité sociale. Donc, à ce titre-là, il a le monopole du pouvoir que vous demandez nous n'avons pas. Donc, j'ai envie de dire qu'il est important que l'État fasse son meilleur culpa et que les personnes soient rétablies dans leur droit. Maintenant, vous avez parlé de la durée. Est-ce qu'il est facile pour nous d'estimer la durée pendant laquelle ce truc va perdurer? On ne sait pas. Parce que, je vais vous prendre un autre exemple. Il y a les populations de l'As de Panda de la bassin de l'Atiki qui ont été expropriées en 1986. Et jusqu'aujourd'hui, ces personnes ne sont pas indemnisées, malgré toutes les correspondances élaborées par les préfets qui sont succédés pour demander à l'État. Ce sera peut-être le même cas de figure. Ça pourrait être le même cas de figure. C'est pourquoi il faut inviter les victimes à ne pas se démobiliser, à ne pas se décourager. Parce que à côté d'eux, il y en a pire qui en ont vécu. Sauf qu'ils ne peuvent pas faire la comparaison pour justifier ce qui s'est passé à Dikolo. Mais il est important de leur rappeler que face à une jurisprudence de situation similaire, il faut se préparer à être endurant et à ne pas baisser les bras. Parce que par l'exemple que je viens de prendre, l'exemple de l'Assolo Bonabas et Bonateki de Kanda, ils auraient pu se décourager depuis 1986. Mais elles ne se sont pas découragées. Elles continuent à batailler pour que l'État de droit leur donne leurs droits. C'est dans ce sens qu'il faut justement encourager les populations de Dikolo, les victimes de Dikolo et toutes les personnes épris de justice et de paix de continuer à faire des pressions. Et vous également, vous êtes conviés, c'est pourquoi justement à la conférence de presse hier, vous étiez conviés, continuez à mettre ces pressions, à remettre ce débat sur la table pour que ces personnes de Dikolo ne soient pas oubliées et qu'on se souvienne toujours que ces personnes ne sont pas
ce sont les Camerounais qui dorment à la belle étoile, qui n'ont pas de logement, qui ne sont pas recasés et qui souffrent le martyre, non seulement psychologique, mais également matériel, de l'injustice qui s'est produite sur leur terre. D'accord. Mesdames, Messieurs, vous regardez 7 minutes pour convaincre. Vous pouvez nous suivre à travers notre application mobile afriqueinform.com, téléchargeable sur Play Store pour pouvoir être en phase avec nous et nous suivre simultanément et instantanément. Et bien évidemment, nos différents programmes sur la chaîne de télévision panafricaine. Sur le plateau hebdomadaire de 7 minutes pour convaincre, nous avons en face Georges Siriar Saviam. Il est juriste en même temps analyste politique et défenseur des droits humains. Avec lui, nous traitons d'une thématique très cruciale, capitale. Un an après les casses de Dikolo, les populations sont aux abois. Cri de détresse. Alors, nous revenons sur une question qui devrait retenir l'attention de tous qui sont en train de nous regarder. Et là, j'aimerais que vous essayiez de nous apporter confirmation ou infirmation. Georges, il est dit qu'il y a eu des morts à la suite du chromatisme causé par ces casses à Dikolo. Et on parle de 28 déjà. Vous confirmez? À ma connaissance, il s'agit de 23 morts et le chiffre a été évoqué hier à la conférence de presse qui a été donnée à cet effet. Oui. Et dont l'une des victimes a évoqué, c'est l'une des victimes qui a évoqué ce chiffre. Et on ne pouvait pas s'attendre, au contraire, au regard de ce qui s'est passé. Il n'y avait pas possibilité de s'y attendre, au contraire. Ce qui se passe justement ne peut être que la suite de ce traumatisme et de ce tsunami qui a secoué Dikolo à travers ces cas. Donc, effectivement, il y a déjà des pertes en vie humaine, des chiffres avoisinent la vingtaine, ou alors dépassent la vingtaine, comme je disais il y a un instant, et paient aux âmes des victimes. Et en plus justement des victimes qui ont perdu la vie, il faut profiter de vos antennes pour rendre hommage à une des défenseuses de ce dossier de Dikolo, de regretter le mois qui nous a quitté il y a 2 jours, maître Jeanne Ibonget, qui a donné de son temps et de sa fève juridique pour que cette affaire connaisse une issue favorable. Malheureusement, elle nous a quittés, les armes à la main. Nous allons continuer à mener ce combat. Elle qui aussi était psychologiquement endolorée. Elle était psychologiquement atteinte parce qu'il s'agit quand même, vous savez, je vous ai dit, on ne saurait être insensible à la douleur des personnes. Et ce qui s'est passé à Dikolo, personne ne saurait rester insensible. C'est à peine, c'est avec beaucoup de force qu'on ne parle pas avec des pleurs, ou alors avec des larmes aux yeux. Maître Bonnet, Jeanne s'est dévoué dans ce dossier et je crois que cela a également contribué peut-être à fragiliser sa santé. Parce que vivre les pleurs et les douleurs des personnes de la sorte, c'était pas évident de ne pas être foudroyé psychologiquement et physiquement. Donc, Maître Bonnet nous quitte, paix à son âme. Vraiment tous nos hommages à cette digne dame de droit et de la communauté Sawa, il faut le dire également, qui s'est donné corps et âme pour que ce dossier puisse connaître des fins favorables. Elle s'est beaucoup battue dans cette commission-là et malheureusement elle nous a quittés. Nous lui rendons un vibrant hommage et nous espérons qu'au moins pour elle, pour le combat qu'elle a pu mener dans ce dossier, que jamais nous ne laissons les bras et que nous continuons à porter ce combat haut afin que le cynisme de Dikolo soit un lointain souvenir. Vous avez dit Maître Jeanne? Maître Jeanne Ibonget. Maître Jeanne Ibonget. Alors, toute la rédaction d'Afrique Informe Télévision, à travers ma voix, agresse les condoléances les plus émues à toute la grande famille durement éplorée à la suite de cette disparition. Alors, Georges, il faut également dire que les enfants des différentes familles expropriées de cette terre à Dikolo, il y en a plusieurs qui ne sont pas allés à l'école aujourd'hui. Je vais dire cette année, une saison blanche et sèche. Permettez-moi de revenir sur le fait qu'il s'est partagé d'une expropriation. Là, vous parlez d'expropriation. Il s'agit d'un déguerpissement. Je vous le conseille. Il s'agit d'un déguerpissement et non d'une expropriation parce qu'aucune règle en matière d'expropriation. En fait, nous restons un peu dans le cadre de ce qui pourrait être légal, de ce que tout le monde pourrait savoir. Mais du point de vue juridique, vous pouvez peut-être parler des déguerpissements ou bien
de déguerpissement forcé et tout, mais nous allons parler d'expropriation. Disons tout simplement ici que les enfants de ces différentes familles, pour beaucoup, ne sont pas allés à l'école pour cette année. Beaucoup ne sont pas allés à l'école, et même pour ceux qui sont allés, dans quelles conditions psychologiques sont-ils en train de fréquenter? Dans quelles conditions sanitaires sont-ils en train de fréquenter? Je pense justement à ces enfants, à ces filles, qui peut-être ont déjà atteint un âge où elles ont besoin de plus d'intimité pour leur santé corporelle, qui sont maintenant obligées de squatter avec des effectifs pléthoriques dans les familles d'accueil. C'est un trop. C'est une aberration. C'est une atteinte aux droits des enfants. Et le Cameroun a ratifié la charte, a ratifié de nombreux textes sur la protection des enfants. Du coup, il faut revoir à ce niveau-là. Et notre que j'évoquais, le ministère des Affaires sociales, qui n'a rien fait, qui ne s'est pas bougé pour assurer, tout au moins, à ces enfants, le minimum pour que ceux-ci puissent reprendre les classes dans des conditions humaines et dans des conditions confortables. C'est déplorable. Donc, les enfants, beaucoup ne sont pas à l'école. Beaucoup ont connu une année blanche et beaucoup continuent d'aller à l'école malgré dans une résilience avec une forme d'écartèlement moral. Effectivement. Voilà, vous avez trouvé le mot. Et on se demande bien quels résultats ils vont produire dans ces conditions, dans les conditions dans lesquelles ils sont entrés dans la vie. Alors, Georges Sérial, j'aimerais vous poser cette question maintenant, mais j'aimerais que vous vous positionniez beaucoup plus dans une casquette d'analyste politique. Alors, est-ce que le ministère de la promotion de la femme et de la famille, également le ministère des Affaires sociales, devrait requérir ici l'autorisation de la haute hiérarchie pour pouvoir prendre en compte ou alors prendre en charge ces différentes familles qui sont délaissées, qui sont victimes de traumatisme psychologique, moral, comportemental et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il devrait attendre une autorisation de la haute hiérarchie pour pouvoir se mobiliser sur le terrain? Non, pas du tout, aucune autorisation. Et sinon, qu'est-ce qu'il peut donc expliquer C'est l'incompétence, tout simplement. Il ne faut pas se cacher. C'est de l'incompétence, tout simplement. C'est le manque d'intérêt. Et là, vous avez évoqué une facette justement d'analyse politique. Quel est l'intérêt politique, par exemple? Et moi, je pense que c'est l'incapacité aussi parfois de vos ministères à saisir certaines opportunités pour se repositionner. Parce que des ministères comme ceux-là, qui sont des ministères uniquement budgétivores, qui ne servent qu'à embellir le décor, face à des situations de ce genre, doivent se mouvoir pour soigner l'image de l'État, pour montrer que non, il y a eu quelque chose de dramatique à Dikolo. Nous, en tant que ministère des Affaires sociales, puisqu'il est de nos missions d'apporter de l'assistance sociale, sanitaire et psychologique aux citoyens camerounais, le ministère devait justement se déployer pour montrer qu'effectivement l'État est conscient de ce qui est arrivé et que voilà des mesures conservatoires qui sont prises pour tout au moins assurer la sécurité à ces personnes. Mais je crois que c'est beaucoup plus d'incompétence. On a beaucoup de ministères incompétents. Et s'ils n'ont pas de moyens? Non, mais les moyens, il est possible d'en trouver. Ils n'ont pas de moyens. Ils ont aujourd'hui la ligne 65 et 94 qui a fait beaucoup de bruit. Et on pouvait bien aller prendre la... Mais peut-être que ce n'est pas tous les ministères qui en bénéficient. Sinon, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette lourdeur, cette lenteur et cet attentisme? Moi, je crois que ce qui caractérise cette lourdeur, c'est tout simplement l'incompétence. C'est tout simplement l'incompétence parce que on va nous dire non, ils n'ont pas de moyens, mais il y a des possibilités de mobiliser des moyens pour que ce genre de situation soit prise en compte. Et s'ils ne le font pas, ça prouve tout simplement qu'il y a une incompétence et qu'il y a aussi un manque de volonté, tout simplement. Alors, nous allons sortir bientôt de cet entretien, de cette pour convaincre Georges Sérial by Sabriam. Alors, avant cela, j'aimerais que vous nous disiez quelles peuvent être les résolutions ou encore les meilleures méthodes d'encadrement de la procédure ou bien du cadre foncier au Cameroun. Une chose, il faut le dire, il faut une réforme foncière. Il faut vraiment une réforme foncière au Cameroun. Il faut même les états généraux du foncier au Cameroun. Parce que à l'allure où on va, les prédateurs fonciers sont hyper heureux de l'insécurité foncière qui règne dans le climat, sur le territoire camerounais. Parce que c'est eux qui tirent c'est eux qui tirent justement l'épingle du jeu. L'instabilité, l'insécurité foncière. Mais sauf que ce qu'ils savent, c'est que cette insécurité et cette instabilité foncière est une préparation à des guerres sociales, à des tensions sociales que l'État du Cameroun pourrait ne pas maîtriser à la longue.
Et il est important donc d'anticiper pour que justement, pareille situation ne se produise plus. Il est important. La réforme foncière, il faut en parler. Où en est-on avec les travaux sur la réforme foncière? On n'en sait pas grand-chose. Donc, il est important, donc, comme solution, justement, c'est de réformer le système foncier pour que pareil événement n'arrive plus de s'appuyer sur des best pratiques d'ailleurs pour les implémenter au Cameroun. Je crois que le Rwanda, à Kigali, il y a des très bons exemples de la gestion foncière. Par exemple, en insérant des systèmes de copropriété où la terre n'appartient finalement à personne et on est juste propriétaire des bâtiments implantés sur le sol. Et là, ça peut résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, la réforme foncière vivement attendue et notamment les états généraux du foncier. D'accord, un message de sortie à l'endroit des populations de Dikolo. C'est de tenir bon et d'inviter effectivement tous les Camerounais et puis de paix et de justice et puis de droit d'accompagner ces populations et de les assister notamment le 14 mai pour la journée commémorative et de ne ménager aucun effort pour que l'État du Cameroun se penche une fois de plus sur ce dossier et justement soigne son image pour que ce qui s'est passé à Dikolo ne soit pas n'habille pas l'État du Cameroun comme un État irresponsable, inhumain, qui ne recule devant aucune humanité pour justement apporter le soutien nécessaire aux victimes de Dikolo. Donc voilà, le message c'est que les populations et que les victimes tiennent bon, parce que c'est un long chemin qui s'annonce au regard du fait qu'un an après, on n'a pas les retombées des travaux de la commission ad hoc. Donc, continuez à se mobiliser, à faire pression et à inviter vous, les hommes de médias, à ne pas lâcher Dikolo. C'est une affaire sociale. C'était Dikolo aujourd'hui, ça sera un autre demain. Comme ça a été hier le cas de Panda, Bonabassem, Bonatiki, expropriés depuis 1986 sans être indemnisés, alors que leur indemnisation était prévue à cette époque à 1,798 milliard de francs CFA. Il s'agit de 908 familles expropriées de ce côté-là. Merci Georges Syriac Sabiyam. Nous allons rappeler à l'ensemble des téléspectateurs qui auront regardé cette émission, cette autre bien évidemment, que nous vous recevons en qualité non moins d'experts des questions judiciaires, mais à côté de cette casquette, nous avons également analystes politiques et juristes. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous allons mettre fin à cette autre édition de votre programme hebdomadaire 7 minutes pour convaincre. Merci d'avoir été des nôtres. Vous êtes disséminés à travers l'Afrique. Vous regardez au quotidien votre chaîne de télévision panafricaine qui se situe beaucoup plus dans les questions liées à l'actualité sociale, qui plaide pour les couches défavorisées. Alors, pour partir, je vous invite déjà à mettre en mémoire que le 1er juillet 2023, à l'hôtel Crystal Palace de Douala, dans la capitale économique de Douala, Afrique Informe organisera la 3e édition des Afrique Informe Awards, cette prestigieuse cérémonie des récompenses des acteurs politiques et publics qui se démarquent positivement au Cameroun, analystes politiques, meilleurs députés, meilleurs sénateurs, meilleurs conseillers régionaux, meilleurs influenceurs web, meilleure femme politique de l'année, homme politique de l'année, révélation politique de l'année et bien d'autres catégories que vous allez découvrir dans le spot qui suivra la fin de cette émission. Stop et fin, portez-vous bien, à bientôt.